Bonjour, Monsieur Gall, bonjour, Madame Leila, bonjour, Monsieur El Béchir. Bonjour. Heureux de vous retrouver ici. Et donc, Bonjour. 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 Tout va bien, Leila? Aujourd'hui bien connecté? OK, je vois Monsieur Béchir aussi vient de se connecter. Bonjour. Bonjour, Monsieur Stéphano. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous présente aujourd'hui l'experte du BIT qui sera avec nous, Madame Éléonore Dachon. Bon, je laisse peut-être, Éléonore, toi-même te présenter. Donc, comme ça, après, on pourra faire un petit tour de table aussi avec les autres qui, petit à petit, vont se joindre. Volontiers. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Éléonore Dachon et je suis spécialiste en politique de l'emploi au BIT à Genève et point focal pour la région Afrique. Voilà. Donc, Merci beaucoup. Je pense qu'on peut faire juste une petite présentation. Oui. Monsieur Yal. ça serait bien. J'ouvre mon micro. Oui, bonjour, c'est M. Yal Alassane de la Mauritanie. Donc, je travaille donc de la direction générale donc, de l'emploi au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Rwamba. Allô? Oui, bonjour. Moi, c'est Gildas Wamba et je suis de Burkina Faso. Voilà, je travaille pour une ONG qui s'appelle Mercy Corps. Je suis chargé du renforcement des capacités des acteurs. Merci beaucoup. Un plaisir de vous avoir ici. Merci. Monsieur Béchir. Bonjour tout le monde. Moi, mon nom, c'est Béchir Abdelazak. Je suis de l'Agence nationale pour l'emploi, l'agence Teshril en Mauritanie, c'est-à-dire le service public de l'emploi. Et je suis le directeur du département de développement des compétences au sein de cette agence qui s'occupe de tout ce qui est renforcement des capacités, développement des compétences des chercheurs de travail, des chercheurs d'emploi pour les rendre plus vendables sur le marché de l'emploi. Et je suis très ravi d'être avec vous et on est très ravi d'avoir le cours aujourd'hui avec madame qui vient du BIT. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, juste, je voulais commencer, disons, on peut commencer déjà dans l'attente que les autres collègues peut-être se joignent. Il y avait une partie que, disons, la dernière fois, dans le premier webinaire, on n'avait pas pu aborder ensemble. C'était un slide. D'ailleurs, on en a discuté déjà aussi dans le cours sur le financement du développement des compétences la semaine passée. Je voulais commencer aujourd'hui avec une petite question. Donc, comme vous le savez, nous sommes dans ce cours sur l'élaboration des politiques, disons, de formation professionnelle, de développement des compétences techniques et professionnelles. Mais moi, j'ai une question que je voudrais vous adresser et qui va peut-être aussi un peu disons, débroussailler la route pour la présentation que l'on aura après et sur ce sujet sur lequel aujourd'hui on va discuter, on va réfléchir ensemble. Donc, si on parle de développement des compétences techniques et professionnelles, où se trouve ce secteur? Est-ce que c'est un secteur, un sous-secteur de l'éducation? Dans pas mal de pays, on trouve les plans de formation professionnelle à l'intérieur des stratégies de politique d'éducation. Même dans les plans sectoriels d'éducation, certaines fois, on a des stratégies, on les appelle de sous-secteurs de la formation professionnelle. Ou bien, il s'agit disons, de politiques sur le marché de l'emploi, des politiques plutôt orientées vers, disons, le matching entre la demande et l'offre de compétences sur le marché. Donc, je voudrais comprendre avec vous quel est votre positionnement. Déjà, aussi, un bonjour à Madame Kienge de la RDC qui vient de se connecter.
Où se positionne ce secteur? Notre secteur. On est en train de réfléchir sur comment formuler des politiques de développement des compétences. Où se trouve ce secteur? Donc, je souhaiterais comprendre quel est votre positionnement par rapport à cette question. On peut faire le tour de table autour de cette question. Je ne sais pas qui souhaite prendre la parole en première, mais Monsieur Béchir. Moi, je dirais les deux à la fois. Il y a une partie qui concerne l'éducation et il y a une partie qui concerne les politiques de marché de l'emploi. Et c'est pourquoi on dit toujours qu'il y a une interaction entre les deux et que la question de développement des compétences est une question multidimensionnelle. Excusez-moi, je suis un peu souffrant aujourd'hui. C'est une question multidimensionnelle et une question multi-acteurs. Donc, il y a les deux à la fois. Pour développer les compétences, il faut voir les stratégies, c'est le marché de l'emploi, c'est le matching entre la demande, l'offre et la demande. Et il faut en même temps voir le secteur et les sous-secteurs de l'éducation et de la formation professionnelle et les stratégies dans ce cadre-là. Merci. Quelle est la situation, Monsieur Béchir, quelle est la situation en Mauritanie? Est-ce que c'est plutôt une politique éducative ou plutôt une politique de l'emploi, celle de la formation professionnelle et du développement des compétences? Moi, je dirais qu'on le sent plutôt en Mauritanie. Je parle sous le contrôle du directeur général adjoint de l'emploi, c'est elle qui est là. On le sent plutôt que ce sont des politiques de l'emploi. Des politiques, c'est le marché de l'emploi. Donc, on est en train de faire le matching entre l'offre et la demande et de voir quelle est la différence entre ce qu'on nous offre et la demande qu'on a en matière de chercheurs d'emploi. Mais je sens encore qu'il y a une grande partie qui concerne les stratégies de la formation professionnelle et en général l'éducation nationale au niveau du pays. Merci beaucoup. Peut-être on laisse M. Yal réagir avant de donner la parole aux autres collègues des autres pays. Oui, merci de m'avoir donc donné la parole. Je pense que ce n'est pas ni blanc ni noir, c'est un peu mitigé dans la mesure exactement. Je dirais même que les plus hautes autorités donc, ont compris l'importance du matching donc, entre exactement donc, les deux aspects, donc emploi, non éducation, donc emploi. Et d'ailleurs, c'est ce qui a motivé quelque part le rôle institutionnel et l'ancrage, en tout cas, du ministère donc, de l'Éducation, non, l'aspect exactement formation donc, professionnelle avec donc, l'emploi. Nous avons donc actuellement donc, un ministère au sein duquel exactement donc, nous donc, les deux compartiments, donc une direction donc, générale de l'emploi et une autre direction donc, générale de la formation donc, professionnelle. Donc, les mentalités donc, d'évoluer pour essayer en tout cas donc d'arriver à créer donc cette passerelle donc, entre donc, les deux. Mais il faut dire qu'au niveau donc, pratique quelque part, on restait exactement dans une vision donc, antérieure qui consistait tout simplement à avoir en tout cas donc, le développement de compétences comme partie donc, intégrante dans les politiques donc, de l'éducation. Maintenant, je pense que le défi, c'est d'aller exactement donc, vers la mutualisation des deux pans et essayer donc de créer en tout cas une politique de développement donc, de compétences qui est au centre donc, des deux pour pouvoir donc, tirer le maximum donc, de bénéfices par rapport à la question. Merci. OK, merci beaucoup. Donc, ce que vous êtes en train de nous raconter, c'est que la tendance, c'est peut-être de détacher un petit peu la formation professionnelle purement de politique éducative et les rattacher un peu plus vers les politiques sur le marché de l'emploi. Ça nous paraît intéressant. Effectivement, effectivement. Monsieur Rwamba, quelle est la situation au Burkina? Ou comment vous percevez le secteur du développement des compétences? Ok. Et je ne vais pas parler de la situation au Burkina, puisque je ne suis pas de l'administration publique. Voilà, OK, c'est bon. voilà ce que moi je perçois. Et quand on parle d'éducation, moi, j'imagine qu'on met également la formation professionnelle à l'intérieur.
Sinon, quand on dit éducation comme ça, c'est trop vaste. Il y a l'éducation de base, l'éducation supérieure et puis la formation professionnelle qui devrait aussi être un peu décalée du vocable éducation, voilà, qui est un peu standard, voilà. Et moi, je trouverais le développement des compétences un peu très proche de l'emploi, des politiques de l'emploi. Parce que si on veut développer les compétences, il faut que ça soit très relié à l'emploi. Donc, moi, je pense, comme M. Béchir aussi, que il est entre les deux, la jonction entre l'éducation et puis l'emploi, et pour faire réellement le pont et la passerelle de l'éducation de la formation professionnelle vers l'emploi. OK, merci beaucoup. Donc, ce secteur toujours un peu charnière entre l'éducation et l'emploi. Madame Orphée de la RDC, quelle est votre perception par contre? Vous souhaitez, voilà. Là, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. J'ai un petit souci avec mon micro. Vous pourriez reposer un peu la question parce que je vous ai rejoint un peu en Ouais, retard. non, la question qu'on se disait, c'est on est en train de discuter des politiques de formation professionnelle, de développement des compétences. Est-ce que ces politiques, c'est des politiques plutôt de l'éducation ou plutôt des politiques de l'emploi? Quel est votre positionnement en tant qu'MPP ou quelle est votre perception en RDC par rapport à ces sujets? D'accord, merci beaucoup. Chez nous, par exemple, en RDC, moi, je dirais que cette politique est vraiment un peu, disons, du côté aussi, bon, politique, emploi, mais nous avons, je pourrais dire un tout petit, je dirais beaucoup plus du côté politique, parce que avec la formation, par exemple, ici chez nous en RDC, c'est souvent beaucoup plus les politiques qui s'imprègnent beaucoup plus de la situation. Et dès que la politique s'ingère dans la formation professionnelle, nous voyons vraiment les choses en train d'évoluer. Mais dès que il n'y a pas vraiment cet aspect-là, c'est ce qui fait que la politique, la formation professionnelle à un certain moment connaît un peu beaucoup de difficultés pour pouvoir avancer et même du côté emploi, vraiment, c'est un peu ça, donc, un peu en général chez nous en RDC. Mais donc, les politiques de formation professionnelle en RDC, c'est plutôt des politiques éducatives ou plutôt des politiques d'emploi? Le politique éducative. OK. Donc, c'est ça que vous voyez. La formation professionnelle, elle rentre plutôt de ce point de vue, de ce côté, Voilà, disons, de la voilà, question. oui, oui. Voilà, Alors, ça. je vois, il y a aussi M. Condé qui vient de nous rejoindre. Monsieur Condé, comment ça va? Est-ce que vous nous entendez? Oui, bonjour. Je m'excuse un peu du retard. Ça va, Dieu merci. J'avais un problème de connexion. Pas de souci. On commençait un peu la présentation de cette journée qui est sur la cohérence entre politique de formation professionnelle ou de développement des compétences et politique de l'emploi. On commençait un peu avec cette question. Est-ce que vu qu'on parle de politique de développement des compétences, est-ce que ces politiques sont du ressort plutôt du côté ou du domaine de l'éducation ou plutôt de l'emploi? Quelle est la situation chez vous? Monsieur Condé. Excusez-moi, il y avait eu coupure, je n'avais pas bien saisi. La question, oui. Oui, donc est-ce que les politiques de développement des compétences ou le secteur du développement des compétences, c'est plutôt un secteur ou des politiques éducatives ou plutôt des politiques de l'emploi? Bon, c'est orienté vers l'emploi. Les politiques sont actuellement, au fur et à mesure qu'on les élabore, elles sont orientées vers l'emploi. Parce que nous commençons pour une première fois à utiliser la co-construction des programmes de formation et dans le cadre de l'approche par les compétences. OK, donc c'est des politiques plutôt de l'emploi.
Très bien. Allez-y. Il faut ouvrir le micro. Allez-y. Excusez-moi, c'est le réseau qui ça s'entrecoupe sincèrement. Oui, pas de J'ai souci. du mal à... Donc, les politiques, on se soulever. disait donc les politiques de la formation professionnelle en Guinée, est-ce que c'est donc des politiques plutôt de l'emploi ou vers l'emploi, visant l'emploi? Votre micro est fermé? OK, c'est bon. Peut-être on écoutera votre voix plus tard dans le webinaire. Donc, c'est un, comment dire, c'est un secteur charnière quelque part, le secteur du développement des compétences. Maintenant, on pourra un peu écouter à partir de la présentation de notre collègue Éléonore Dachon, comment on peut essayer de retrouver une cohérence entre politique de développement des compétences et politique de l'emploi. Quelle est l'intégration, quelle est la relation entre politique de développement des compétences et politique de l'emploi? Donc, on a commencé un peu par la situation que l'on peut observer dans vos pays, dans nos pays. Maintenant, on va voir un petit peu comment on peut réellement toucher à ces questions du développement des compétences en lien avec l'emploi, en lien avec les politiques d'emploi. Donc, je te laisserai la parole maintenant, Éléonore. Merci beaucoup. Alors, attends, j'essaye de mettre mon... slideshow. Voilà, merci beaucoup Stéphano et à tous pour cette introduction parce que je pense que vous avez presque tout dit déjà. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une session sur les politiques de l'emploi et dans vos propos, vous avez bien montré l'importance justement de voir formation professionnelle, tout ce qui est développement des compétences en lien avec le marché du travail. Et parce que ce qu'on voit, c'est vrai que souvent, beaucoup dans les pays de vos régions, dans vos régions et pays respectifs, et j'en reparlerai plus tard, c'est qu'en fait, on a fait des progrès significatifs en matière d'accès à l'éducation et de formation. On a une population qui tend à être de plus en plus éduquée. Et pourtant, c'est cette même population de jeunes diplômés qui est le plus à risque d'être en situation de chômage ou parfois sous-employés pour plusieurs raisons sur lesquelles je reviendrai plus tard. Et donc, on voit bien que ces deux questions, compétences et emploi, sont intrinsèquement liées et ne devraient pas être abordées l'une sans l'autre pour ne pas aboutir à ce type de situation, justement. Et cette relation formation-emploi est justement au cœur des politiques nationales de l'emploi et c'est pour ça qu'on parle de ça aujourd'hui. Donc, j'essaierai de présenter ce qu'est une politique de l'emploi, quels sont les éléments constitutifs d'une politique de l'emploi, quelle est l'approche du BIT en la matière, parce que c'est vrai qu'il y a souvent un malentendu quand on parle de politique de l'emploi. On a tendance à penser que c'est une juxtaposition ou au mieux une mise en cohérence des programmes qui sont mis en œuvre par le ministère en charge de l'emploi. Or, l'idée qui est portée par le BIT et qui a une résonance de plus en plus importante depuis les différentes crises qu'on a traversées au cours des dernières décennies, c'est que l'emploi ne peut pas être traité à la marge. On sait qu'il s'agit de questions qui sont complexes. Cette complexité est encore plus exacerbée dans le cadre du contexte actuel et donc ça requiert une approche multisectorielle. Donc, j'aimerais faire juste un petit détour par les déficits d'emploi. Quels sont les déficits d'emploi qu'on rencontre en général dans les pays de la région? Parce que je pense que c'est une bonne entrée en matière pour comprendre ensuite ce qu'est une politique de l'emploi et les différents leviers qu'il faut actionner justement si on veut adresser ces déficits-là. Quand on est au niveau des pays en général, les débats, les médias, les discours politiques ont tendance à se focaliser sur une question, c'est celle du chômage. En réalité, et c'est pour ça que j'ai dessiné un petit iceberg, c'est parce que c'est la pointe
de l'iceberg d'une situation qui est beaucoup plus complexe. On a des défis qui sont quantitatifs, on a des défis qui sont qualitatifs, et je dirais qu'on pourrait un peu séparer les déficits en deux groupes. On a d'une part les personnes qui sont sans emploi, donc effectivement qui sont constituées d'une part importante de personnes au chômage, mais il y a aussi toutes les personnes qui vont se retirer dans l'inactivité parce qu'il n'y a pas d'opportunité sur le marché du travail. Il y a toutes les NEET, je pense que vous connaissez, les personnes qui sont sans éducation, ni formation, ni emploi, qui constituent un pourcentage élevé des jeunes dans vos pays respectifs. Et toutes ces personnes-là ne sont pas comptabilisées parmi les chômeurs, mais ce sont quand même des gens qui souffrent de déficit d'emploi. Ils sont moins visibles, mais c'est des déficits importants. Et d'ailleurs, le BIT a produit beaucoup de chiffres pendant la crise du Covid qui ont montré que dans la plupart des pays, en fait, l'inactivité augmente en général de façon plus rapide que le chômage. Mais associé à des coûts sociaux qui sont presque plus importants que la question du chômage lui-même, parce qu'on arrive à un effet durable sur la déperdition du capital humain, une érosion des compétences, qui font que du point de vue de l'action publique, et notamment en fait, de tout ce qui est développement des compétences, il faudra envisager des mesures spécifiques pour éviter que ces catégories-là se coupent définitivement du marché du travail. Et puis, à côté du groupe des sans-emploi, on a les personnes qui ont un emploi, mais qui souffrent aussi de déficit d'emploi décent, parce qu'on sait bien que dans la plupart des pays, en tout cas dans de nombreux cas, avoir un emploi ne suffit plus à protéger contre la pauvreté. Et on a une proportion d'emplois informels dans la région d'Afrique subsaharienne, d'Afrique en général, qui est important, parce que c'est facile pour la population d'y rentrer sans grande qualification, sans grands moyens techniques et financiers. Mais en général, les emplois qui sont créés dans le secteur informel, il est très rare que ça corresponde aux critères du travail décent. C'est plutôt des emplois vulnérables, avec un accès limité à la protection sociale, des emplois peu rémunérés. Donc, on voit qu'on a des défis d'emploi qui sont quantitatifs et qualitatifs. C'est quelque chose qui est très complexe, qui va bien au-delà de la seule question du chômage, même si c'est cette question qui va polariser tous les débats. Et donc, du point de vue des mesures, c'est important déjà d'avoir des mesures qui agissent sur tous les fronts, multidimensionnels, et aussi sur l'ensemble des groupes, pour éviter justement le risque des mesures qui cibleraient qu'un groupe, c'est que ça risquerait de renforcer les inégalités sur le marché du travail et justement cette segmentation formelle, informelle, ou de genre, ou rural, urbain, etc. Et donc, vraiment, l'important, c'est ce que vous disiez tous très bien au début, d'éviter d'avoir des mesures déconnectées qui soient traitées en silos, mais d'avoir des politiques de l'emploi et de développement des compétences qui soient vraiment envisagées de concert, je dirais. Et ce qui est intéressant, c'est que dans de nombreux pays, on a longtemps cru qu'il suffisait d'avoir de la croissance d'un côté, investir fortement dans le capital humain de l'autre à travers la formation et l'éducation pour qu'on arrive à des résultats en termes de réduction de la pauvreté et de création d'emplois. D'ailleurs, dans vos pays, vous avez tous connu les fameux DSRP, documents de stratégie de réduction de la pauvreté. Et ces DSRP de première, deuxième génération étaient vraiment basés sur ce modèle-là. Puis finalement, après des années de mise en œuvre, on s'est rendu compte que ce qui comptait plus que le niveau de croissance et juste l'investissement dans le capital humain, c'était aussi la nature de cette croissance et la composition même de cette croissance, et que finalement, il manquait un élément indispensable à l'équation, c'est-à-dire comment ce capital humain allait pouvoir être rentabilisé pour les gens sur le marché du travail. Ce n'est pas très bien dit, parce que rentabiliser, ce n'est pas très beau. Mais c'est-à-dire que si on forme des gens et qu'après, ils ne peuvent pas trouver un emploi, évidemment, c'est une situation qui est compliquée. Et on est arrivé à ce paradoxe. Alors, je suis désolée parce que j'ai perdu mes slides hier, donc j'ai dû refaire ça rapidement ce matin. Donc, ce n'est pas les bons pays, mais ce n'est pas grave. Ça vous donne quand même une idée de la situation. On arrive à ce paradoxe où, en fait, dans la plupart de vos pays, on a des progrès significatifs quand même en termes d'éducation et de formation. Et en parallèle, on a une situation de l'emploi qui continue à se détériorer et où finalement le chômage devient l'apanage des jeunes diplômés. C'est-à-dire que finalement, les taux de chômage ont tendance à augmenter avec les niveaux d'éducation. Alors évidemment,
c'est à prendre avec des pincettes parce que c'est plus compliqué que ça et je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même les gens les moins instruits qui sont désavantagés en termes de salaire et d'accès au marché du travail parce qu'eux n'ont pas le luxe d'être au chômage et ils sont obligés de s'engager dans des activités peu productives et peu rémunérées et donc souffrent aussi de déficit d'emploi décent. Et puis là, je vais peut-être m'arrêter parce que je pense que c'est vraiment une question importante et je pense que c'est une situation dans laquelle vous faites face dans vos pays, mais j'aimerais faire un petit tour de table et que vous me disiez, selon vous, quelles sont les raisons qui sont derrière ces tendances-là et qui expliquent que l'acquisition des compétences, finalement, ne se traduit pas dans vos pays par des meilleurs résultats sur le marché du travail. Quelles sont les raisons sous-jacentes à cette dynamique qui, je dirais, est quand même assez spécifique à l'Afrique? Parce que dans les pays, par exemple, de l'OCDE, c'est vrai que les taux de chômage ont plutôt tendance à être plus élevés pour les moins qualifiés. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vous laisse la parole. Je ne sais pas si vous pouvez… ouais. Merci beaucoup. Je vois déjà que M. Béchir voudrait prendre la parole. J'étais étonné aussi avec Éléonore et les collègues du BIT. On a travaillé sur quelques pays en Afrique avec des enquêtes sur la transition vers la vie active, de voir ce nombre, ce chiffre de NEET vraiment augmenter de manière exponentielle dans la tendance à partir des dernières études et recherches qu'on avait vues. Et donc, ce NEET qui explose d'un côté, de l'autre côté, le taux de chômage. Donc, c'est plutôt pour les personnes qui développent des compétences. Donc, le lien qu'on verrait entre développement de compétences, employabilité et emploi. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Béchir, question passionnante. Merci. Moi, je crois que pour ce qui est du chômage, surtout des sortants de l'enseignement supérieur, c'est dû à une politique de déconnexion entre la formation et les besoins du marché. C'est une politique qui s'est installée depuis longtemps et on a passé beaucoup d'années à former des gens, qui ne sont pas en relation avec les besoins du marché. Et ça, on le voit dans notre pays. On voit qu'il y a des métiers qui sont en tension, beaucoup de métiers qui sont en tension parce qu'on ne trouve pas des gens qui ont des compétences dans ces métiers-là, alors qu'il y a des métiers ou bien des secteurs qui sont déjà saturés et on continue à former pour ces secteurs-là. Pour ce qui concerne les NINI, ce qu'on appelle, et c'est un phénomène chez nous aussi en Mauritanie, qui ne sont ni en formation ni en emploi, ça, c'était premièrement une question de capacité d'accueil, c'est-à-dire qu'il y a une demande sociale qui est très importante. Et ici, je crois, dans notre pays particulièrement, on a travaillé plutôt sur la demande sociale que sur la demande économique, ce qui a créé, premièrement, ce qu'on voit, une adéquation entre la formation et les besoins du marché. Et la deuxième chose, on n'arrive pas à vraiment à satisfaire toute la demande sociale, et le résultat, c'est qu'il y a des jeunes qui n'accèdent pas au système éducatif et à la formation professionnelle. Et donc, pour cette raison ou pour d'autres raisons. Et donc, on a d'une part en Mauritanie, la situation en Mauritanie, on a d'une part des NINI qui sont aux alentours de 45% de la population âgée de 15 à 35 ans. Et d'autre part, on a une inadéquation entre la formation et la demande du marché. Et ce qu'on essaye ces dernières années, le gouvernement s'est attelé à régler ces questions-là. Merci beaucoup. Donc, inadéquation qualitative d'un côté, inadéquation quantitative, parce que sur toute une série de besoins, effectivement, en général, et pour l'Afrique en particulier, on a des dispositifs de développement des compétences qui sont des dispositifs petits, avec une capacité d'accueil assez faible. Ça explique en partie, effectivement, pour le cas de la Mauritanie. Je ne sais pas s'il y a d'autres collègues de la Mauritanie, mais aussi d'autres pays qui souhaitent répondre à la provocation qu'Éléonore nous a intelligemment lancée sur cette relation qu'il y a entre
la formation ou disons, le développement des compétences et le chômage qui est apparemment elle est inverse par rapport à ce qu'on s'attendrait. Quelle est la situation dans d'autres pays? Ou même en Mauritanie, je vois, toute la délégation, elle est là. Bonjour Stéphano. Ahmedou, allez-y. Bonjour. Donc, je remercie Madame pour la présentation. Je dirais que par rapport à cette relation formation-emploi, elle a passé, si vous voulez, par plusieurs étapes. À une certaine étape, si vous voulez, de l'évolution du système de formation, que ce soit les formations supérieures ou formations techniques dont on en parle ici. Les problèmes qui ont commencé à partir des années 80, lorsque le pays a été inscrit dans ce qu'on appelle les ajustements structurels qui sont imposés par les bailleurs de fonds étrangers. Et en ce moment, il y avait cette orientation de piloter la formation, le système de formation par les besoins du marché. Et il y avait eu plusieurs tentatives pour mettre en place les dispositifs nécessaires pour ça. Donc, il y a eu plusieurs réformes du système de formation. Il y a eu l'introduction de l'approche par compétences, qui inclut bien sûr la participation des entreprises à l'identification des besoins. Donc, ça, c'est des ajustements qui ont commencé à partir des années 2002. Donc, à partir de 2002, on a été inscrit dans ce qu'on va appeler les nouvelles approches, c'est-à-dire le pilotage de la demande de formation par le pilotage, si vous voulez, de l'offre de formation par la demande économique. Donc, il y a eu des élaborations, il y a eu des études sectorielles. Et à un certain moment, donc, il fallait trouver des cadres de partenariat avec les entreprises pour pouvoir réellement mener cette approche. Je dirais que par rapport à la formation professionnelle et par rapport à toutes les statistiques existantes, on est plus ou moins dans des résultats satisfaisants. Puisque même quoi qu'on dise, selon toutes les évaluations qui sont faites, nous avons quand même un pourcentage d'insertion plus ou moins satisfaisant pour les sortants de la formation technique et professionnelle. Je dis bien satisfaisant, puisque nous atteignons, avec des délais d'attente sur le marché de l'emploi, nous atteignons des pourcentages qui atteignent parfois 70%. La dernière enquête que nous avons menée actuellement sur les sortants de la formation professionnelle, on est à quelque chose comme 68%. Mais il y a l'autre inadéquation, c'est je dirais au niveau des profils. Effectivement, il y a des entreprises en Mauritanie qui demandent des profils qui ne peuvent pas être offerts par le marché, par les établissements, par la formation. Quand vous me dites qu'il y a des besoins ponctuels, très limités pour certaines entreprises, je ne sais pas, du pétrole, du gaz, oui, c'est vrai. Ils vont demander peut-être à l'ANAPEJ, vous demander au ministère un besoin très spécifique qui ne peut pas être satisfait par un établissement parce que c'est des formations qui vont concerner une cohorte très limitée et qui ne peut pas être résolue par une offre de formation. Parce que quand on dit une offre de formation, il y a de l'argent, des financements. On va former des formateurs, on va acheter des équipements. Donc, on ne va pas mettre tout en place ce dispositif pour former peut-être 5 personnes ou 3 personnes. Donc, il y a ce problème. Mais dans la configuration actuelle, avec les besoins actuels de l'économie, dans les différents secteurs du BTP, de la pêche, je pense que nous sommes dans une bonne approche, qu'il y a des mécanismes qui se mettent bien en place. Ça, c'est, je dis, pour la formation professionnelle. Et les indicateurs d'évaluation des... Très bien, merci Ahmedou. Je pense que tu as fait tu nous as donné un tableau aussi historique parce que je pense qu'il est important aussi de comprendre d'où on vient et vers où on va, quelles ont été les réformes qui ont pu être mises en place. Mais tu parles justement de disons, de l'insertion des lauréats de la formation professionnelle avec ces taux qui sont croissants. De l'autre côté, peut-être sur l'enseignement supérieur, ce n'est pas la même chose.
ou au moins ça, c'est que les statistiques aussi sont en train de nous dire par rapport à l'Afrique. Après, évidemment, chaque pays, c'est aussi un cas particulier. Peut-être, Eleonore, on peut prendre une troisième voix d'un pays qui n'est pas la Mauritanie. Donc, je ne sais pas si les collègues de la RDC ou du Burkina ou de la Guinée souhaitent nous amener un peu leur point de vue par rapport à ce qui est en train de se passer dans leur pays. Monsieur Stéphano, je peux, s'il vous plaît. Allez-y, il y a vous-même et M. Rwamba. Allez-y, M. Condé, d'abord. OK. Je rappelle que je suis de la République de Guinée, Guinée-Conakry. Voilà. Exactement. Pratiquement, selon ce que mes frères de la Mauritanie ont eu à évoquer, c'est à peu près la même chose. Donc, nous avons certainement les mêmes réalités. C'est que, en premier lieu, c'est l'inadéquation entre l'offre de formation et le besoin du marché du travail. Ça, c'est évident. Nous sommes confrontés à cette situation de fait. Mais aussi, il faut noter que l'approche de formation utilisée ne pouvait pas permettre aux jeunes qui sortent de notre système de formation d'avoir les qualifications requises pour pouvoir s'appliquer. Donc, ce qui fait que très souvent, les entreprises ont tendance à encore injecter des moyens pour renforcer les capacités de ces gens-là. Ça leur donne un coût supplémentaire qui pose un certain problème. Ils ont plus tendance à faire appel à des compétences qu'ils peuvent utiliser directement parce que parfois, ils ont des besoins qui sont des besoins urgents. Et malheureusement, parfois, les jeunes qui sortent ne sont pas suffisamment outillés pour répondre à ces demandes-là. Il y a une chose aussi qu'il faut noter, c'est la forte proportion du secteur informel. Voyez-vous que dans le cadre de la formation, de manière générale, hein, nous avons des économies essentiellement basées sur le secteur informel, ce qui fait que même les jeunes que nous formions, lorsqu'ils sortent, ils ont du mal à trouver un emploi lié à la formation qu'ils ont eu à faire. Et deuxièmement, ces emplois-là ne sont pas des emplois décents, tel que le préconisent hein, les recommandations du BIT. Donc, c'est des sérieux problèmes que nous avons. Par exemple, quand vous prenez même l'un a cité le secteur du BTP. Le secteur du BTP, c'est un secteur qui emploie beaucoup en Guinée parce que c'est un pays en construction. Autrement dit, on dit que c'est un pays en chantier. Mais malheureusement, les jeunes qui sont recrutés par ces entreprises-là ne sont pas utilisés comme des employés de l'entreprise. Donc, généralement, ce sont des jeunes journaliers, ils préfèrent mieux. Il y a aussi, sincèrement, ce problème de structuration de l'emploi qui pose un sérieux problème dans notre pays. Et ça, à mon avis, je pense que c'est un effort que notre État doit beaucoup plus se baser par là pour essayer de résoudre ce problème. Et autre facteur essentiel, comme ils l'ont dit, c'est qu'il y a un déficit du système d'information sur le marché du travail qui est énorme, qui fait que généralement, les institutions de formation ne sont pas à jour par rapport aux besoins réels du marché de l'emploi. Et parfois, on continue à former avec des politiques peut-être qui ont été élaborées il y a beaucoup plus longtemps. Il n'y a pas en fait, nous sommes pas on n'essaye pas à tout moment de remettre en cause ce qu'on est en train de faire pour permettre d'améliorer ces contenus pédagogiques, pour les mettre en cohérence et en adéquation avec les besoins spécifiques, que ce soit des entreprises ou même de l'État. Parce que généralement, encore ce que je disais la fois dernière, les politiques ne sont pas très souvent arrimées avec la vision stratégique de l'État à court, moyen et long terme. Ça pose un sérieux problème. Mais il y a aussi, quand même, il faut relever ces derniers temps quelques progrès qui ont été réalisés dans le domaine de la qualification de l'enseignement, de manière générale, là, que ce soit l'enseignement technique ou l'enseignement général au niveau des institutions de formation supérieure. C'est que nous avons pu au moins mettre en place l'Autorité nationale d'assurance qualité qui évalue le contenu des programmes de formation qui sont enseignés dans ces institutions et qui délivre un certificat d'assurance qualité à ces institutions-là. Ça, c'est un grand pas que la Guinée a eu à connaître et cette autorité fait un excellent travail avec l'accompagnement de la Banque mondiale. Mais aussi, quand même, le problème réel, il reste le même.
c'est qu'on a un tissu économique extrêmement faible, orienté essentiellement vers le secteur informel, mais aussi nous avons un système d'information sur le marché du travail qui n'est pas du tout, qui donne pas l'information réelle du temps, que ce soit au niveau des demandeurs qu'au niveau des bénéficiaires, ça pose un sérieux problème par rapport à ça. Mais quand même, il faut noter, au fur et à mesure qu'il y a des outils que l'État est en train de mettre en place, mais ce qui est plus important, c'est de créer une forme de cohérence pour permettre à l'ensemble de ces dispositifs-là d'aller vers une forme de qualité de ce qu'on est en train de faire pour permettre au maximum d'avoir à impacter sur une approche qui peut aider les jeunes. En matière de capacité d'accueil, ces derniers temps, il faut noter quand même, nous en avons. Mais encore une fois, tant que les politiques sectorielles ne s'arriment pas avec la vision stratégique de notre État à court, moyen et long terme, et tant que le système d'information sur le marché du travail ne sera pas performant pour permettre de mieux donner l'information réelle, et tant que aussi la qualité du process n'y est pas, et de manière générale, et si on ne renforce pas le tissu économique pour aider à ce qu'on quitte du secteur informel pour aider ces structures-là à se formaliser, il va sans dire que nous allons bien évidemment former, mais les jeunes que nous allons former n'auront pas un emploi décent tel que nous le souhaitons. Donc, c'est un problème de manière globale que nous avons, mais sinon, merci. Et ça évolue au fur et à mesure aussi. Merci beaucoup. Je parle sous le contrôle d'Éléonore. Éléonore, on prend encore quelques points? Je ne sais pas si… Peut-être on peut juste… Je sais que j'ai une contrainte de… C'est ça, on peut peut-être continuer maintenant sur ta présentation et après peut-être on prend encore les voix des participants. Ok. Ok. Est-ce que ça va? Oui, oui, je pense. Non, je pense, merci beaucoup, parce que c'est vrai que c'est très intéressant de vous entendre et puis bon, on aurait pu prolonger la discussion. Et je pense qu'il y a eu des points dans ce que vous venez de dire qui sont vraiment très intéressants. Alors, vous l'avez relevé dans vos interventions. Il y a évidemment l'importance de la coordination formation professionnelle emploi et d'éviter que la formation… En fait, trop souvent, la formation professionnelle, elle est traitée de façon isolée et c'est extrêmement important qu'elle soit considérée comme faisant partie des dispositifs de transformation des structures d'emploi. Et je pense que c'est bien apparu dans vos interventions respectives et dont l'importance d'une meilleure coordination avec le secteur privé, qui est malheureusement pas assez souvent associé à la conception, à la gouvernance de systèmes de développement des compétences, et ce qui fait qu'on arrive, comme ça a été dit par la Mauritanie, à cette inadéquation offre et demande. Le rôle, parfois, c'est aussi parce qu'il y a un rôle insuffisant des partenaires sociaux. Et j'aimerais revenir sur la dernière intervention de la Guinée, je crois, parce qu'il y a 2 points, je pense, très intéressants aussi qui ont été identifiés. C'est la faiblesse des systèmes d'information. On sait qu'on est dans un monde qui est en constante évolution. Donc, il faut évidemment des dispositifs qui permettent d'assurer l'adéquation formation-emploi aujourd'hui, mais aussi de mieux anticiper les besoins pour répondre aux défis de demain. Voilà, on est dans un monde qui change beaucoup. Il y a la mondialisation, les changements climatiques, la digitalisation du travail, toutes ces questions qui font qui ont des impacts profonds sur l'emploi et sur le marché du travail. Par exemple, si on a un pays qui veut s'orienter vers une économie verte, ça veut dire que de nouveaux emplois vont être créés. D'autres, par exemple, ceux qui sont dans les secteurs à forte intensité de carbone, vont être remplacés ou éliminés. Et donc, ça veut dire de nombreuses professions qui sont redéfinies et à travers de nouveaux profils, de nouvelles compétences. Donc, il faut vraiment des systèmes d'information qui permettent d'anticiper la future demande en compétences. Et c'est vrai pour tous les secteurs de demain, comme l'économie des soins, les compétences liées au commerce, par exemple, à la digitalisation. Donc, ça, c'est vraiment un élément clé et qui est souvent défaillant dans de nombreux pays. Et puis, un point très important qui a été souligné par Monsieur Condé, c'est que c'est vrai que les obstacles ne concernent pas uniquement la question des compétences utiles, mais c'est aussi le fait que dans de nombreux pays, l'économie ne crée pas d'emplois décents. Donc, on parle souvent de croissance sans emploi. Juste,
On parle souvent de croissance sans emploi en Afrique, mais en fait, ce n'est pas vraiment le cas. Des emplois sont créés. Le défi qu'il y a, c'est le déficit de création d'emplois de qualité. Donc, la plupart des défis des emplois qui sont créés, c'est des emplois agricoles de subsistance ou informels dans les services, mais on a très peu d'emplois créés dans les secteurs à plus forte valeur ajoutée. Donc, on arrive à des situations où on forme des gens qui finalement sont destinés au chômage parce que l'économie ne crée pas les emplois adéquats. Donc, l'éducation, la formation, on voit, ça fournit des espoirs, des nouvelles aspirations parmi la jeunesse en termes d'accès à des emplois décents. Mais effectivement, ça peut contribuer à de fortes frustrations quand les emplois créés par l'économie ne correspondent pas à ces nouvelles aspirations. Et on le voit, ça peut même menacer la paix sociale dans certains pays, comme on l'a vu avec le printemps arabe. Donc, c'est vraiment des questions très importantes. C'est un enjeu majeur pour la population, mais pour la société dans son ensemble. Ça veut dire que d'un côté, il faut équiper évidemment les jeunes avec les compétences nécessaires, mais de l'autre côté, il faut aussi que l'économie gère les emplois adéquats. Et c'est pour ça que ces deux questions, vous voyez bien comment elles doivent être vues de concert. Et j'aimerais juste peut-être ici dire un dernier point, c'est aussi qu'il y a souvent des groupes qui ne sont pas ciblés par les politiques de développement des compétences, pas suffisamment pris en compte. Ça peut être les femmes, ça peut être les NEET, par exemple, parce que c'est des groupes finalement qui ne sont pas vraiment visibles, qui ne sont pas vraiment palpables. Ça peut être les travailleurs ruraux ou travailleurs agricoles. Moi, j'ai travaillé en Afrique de l'Ouest à l'époque, bon, ça fait un moment, mais c'était assez frappant de voir comme le secteur agricole occupe la majeure partie de la population dans la plupart de ces pays. Mais quand on regarde l'offre de formation professionnelle dans ce domaine, elle est réduite à peau de chagrin. C'est-à-dire qu'on a souvent des pays où la formation agricole est pratiquement délaissée, alors qu'en fait, c'est un enjeu majeur pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes et pour augmenter la productivité et les revenus dans ce secteur. Donc, voilà un peu pour l'état des lieux. Et d'où justement l'importance d'avoir des stratégies, comme je le disais, qui mettent en relation demande et offre de travail. Et c'est pour ça que quand je parlais tout à l'heure des DSRP qu'il y a eu dans vos régions respectives, on voit que les derniers plans de développement nationaux dans la plupart des pays de la région, maintenant, ils ont plutôt tendance à se centrer sur ce qu'on appelle des croissances inclusives ou créatrices d'emplois. On le voit dans des pays comme le Togo ou le Cameroun, par exemple, on ne parle plus juste de stratégie de croissance, mais stratégie de croissance et de promotion de l'emploi. Et c'est pour ça aussi que les plans de développement nationaux, je crois que ça a été évoqué dans les interventions, c'est vraiment des creusets privilégiés pour aborder la question de développement des compétences en lien avec le marché du travail. Mais j'y reviendrai plus tard concrètement. Là, on va rentrer un peu dans le cœur du sujet, c'est qu'est-ce qu'une politique de l'emploi? Alors, j'ai fait un petit schéma qui a l'air un peu touffu, mais on va essayer de débroussailler ça ensemble. En fait, quand on parle de politique de l'emploi, assez communément, on va d'abord penser au bloc du milieu, là, ce que j'ai noté comme politique et institution du marché du travail. C'est-à-dire tout ce qui est règles, pratiques et politiques qui vont affecter la façon dont le marché du travail fonctionne, qui comprennent toutes les questions de législation du travail, politique salariale. On a des représentants aussi des services publics de l'emploi, donc c'est un axe clé des politiques et institutions du marché du travail. Et puis, toutes les politiques actives qui visent finalement à aider les travailleurs à rentrer sur le marché du travail ou à se maintenir sur le marché du travail, qui comprennent des mesures comme les questions d'orientation professionnelle, développement et perfectionnement des compétences, des mesures de reconversion, et puis toutes les mesures qui vont aider certains groupes spécifiques, comme les jeunes et les femmes, à surmonter les obstacles qu'ils affrontent en étant ou en rentrant ou à se maintenir sur le marché du travail. Et donc, souvent, quand on parle politique de l'emploi, on pense à ça, alors que si on devait un peu quantifier, même si ça ne veut pas dire grand-chose, c'est peut-être 20 à 30% de tous les leviers qu'on a pour résoudre les questions d'emploi. Parce que, outre les moyens sur le marché du travail, et ça a été bien dit par M. Condé, c'est que les résultats en matière d'emploi, ils découlent aussi des stratégies de croissance, des stratégies
économiques, ce qu'on appelle un peu communément les stratégies de production de la demande. Donc, on a évidemment les politiques macroéconomiques qui sont essentielles pour mettre en place un environnement favorable à l'emploi. Mais il faut aussi des politiques sectorielles qui créent des emplois. Je le disais tout à l'heure, ça ne sert à rien, c'est complètement absurde en fait d'investir fortement dans l'éducation, de former plein de diplômés, s'ils doivent être destinés au chômage et au sous-emploi parce que ces jeunes ne peuvent pas être absorbés sur le marché du travail. Et en fait, c'est un peu la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Donc, une question clé à résoudre pour les politiques de l'emploi, c'est d'identifier quels sont les secteurs intensifs en emploi, quels sont les obstacles au niveau sectoriel à l'expansion de l'emploi productif, comment lever ces obstacles. Et je suis en train de faire actuellement une revue de politique de l'emploi sur les 20 dernières années, donc sur un échantillon de 40 politiques. Et on voit qu'en termes de politique sectorielle, le secteur qui apparaît en premier lieu dans les politiques de l'emploi, c'est le secteur agricole. En tout cas dans les pays où ce secteur a beaucoup de poids et occupe la majeure partie de la population. Et donc, tout un ensemble de politiques, de mesures pour accélérer la croissance et la productivité dans ce secteur, soutenir les petits producteurs et diversifier les possibilités d'emploi en zone rurale. Et si on devait un peu résumer la problématique des politiques de l'emploi dans vos régions, en tout cas au niveau sectoriel, je dirais que ce qui se dessine en termes de solutions dans ces politiques, c'est justement de maximiser la création d'emplois productifs, 1, en améliorant la productivité dans le secteur agricole, 2, en boostant les industries créatrices d'emplois, et 3, faciliter la transition de l'informel vers le formel. Et donc, la question qui suit naturellement, c'est justement de s'assurer que la population ait les compétences qui vont répondre à ses besoins. Donc, on voit bien que comment ces questions se jouent au sein des politiques de l'emploi. Et là, on passe à l'axe de droite, donc violet, c'est-à-dire toutes les politiques de l'offre. Alors, c'est vrai que dans les politiques de l'emploi, on va plutôt parler d'employabilité, parce qu'en fait, on s'intéresse aux compétences et aux qualifications qui vont renforcer la capacité d'un individu à tirer parti des possibilités d'éducation et de formation pour trouver un emploi décent et le garder. Donc, c'est vraiment ce lien-là entre développement des compétences et marché du travail qui intéresse dans les politiques de l'emploi. Et donc là, les questions auxquelles les politiques de l'emploi essayent de répondre, c'est comment on peut favoriser un accès équitable, évidemment, à l'éducation, à la formation. Et comme je le disais, pour tous les groupes de travailleurs et tout au long de la vie. Donc, ça va regrouper toutes les questions d'accès à la formation. Et puis, en grande partie aussi, de voir comment on va renforcer les liens entre les politiques d'éducation et de formation d'un côté et les politiques de transformation industrielle et productive de l'autre. Je donnais le cas de l'agriculture où parfois on a 80% de la population occupée dans le secteur agricole et de l'autre côté, une formation professionnelle complètement déconnectée qui ne répond absolument pas à ses besoins, qui correspond peut-être à 2 ou 3% de l'offre de formation professionnelle totale du pays. Là, on se rend bien compte que la formation est complètement déconnectée de la réalité des gens. Donc ça, c'est vraiment un objectif important des politiques de l'emploi, c'est d'essayer de répondre au mieux, de renforcer le lien entre ces deux pôles. Et puis finalement, c'est de voir toutes les mesures qui garantissent que les jeunes disposent de l'éducation et de la formation appropriées pour rentrer sur le marché du travail, toutes les compétences relatives à l'évolution technologique qui prennent de plus en plus d'importance. On le sait aussi aux emplois verts. Et puis, toutes les mesures qui visent le perfectionnement des compétences et la reconversion. On l'a vu avec le Covid, que l'importance en fait de faciliter les transitions des secteurs à risque vers les secteurs porteurs. On voit très bien avec le Covid, mais c'est vrai avec l'ensemble des crises et même plus globalement la mondialisation, que ça redistribue les cartes très, très rapidement. Donc, on a certains secteurs qui se portent très bien, qui sont même en plein essor et qui sont des secteurs d'avenir. Et on a d'autres secteurs qui sont sévèrement touchés et qui deviennent un peu obsolètes. Donc, la politique de l'emploi, elle a vraiment pour rôle d'identifier les secteurs où il y a des opportunités d'emploi aujourd'hui, mais aussi demain, et de voir comment on va faciliter ces transitions d'un secteur à l'autre. Et d'où le rôle crucial des politiques de développement des compétences pour justement orienter
ça a été dit aussi tout à l'heure, je ne sais plus par quel intervenant, mais d'orienter le capital humain selon une logique qui soit axée sur la demande. Et puis, évidemment, de concert avec les politiques actives et les services publics de l'emploi. Donc, on voit bien un peu comment ça se joue, ces politiques de l'emploi. On a les politiques de création d'emplois en vert, ce qu'on appelle les politiques de la demande, les politiques de l'offre en rose, et entre les deux, toutes les politiques et institutions du marché du travail qui doivent justement aider cette connexion entre ces deux grands pôles pour finalement permettre d'aboutir aux objectifs d'emploi. Et l'expérience montre bien, et je pense que ça a été encore plus exacerbé avec la crise, c'est que si chacune de ces mesures est utile, aucune mesure en soi n'est suffisante pour traiter les questions d'emploi. Donc, ce qui compte, c'est cette multiplicité, cette approche multisectorielle et d'agir à différents niveaux, au niveau macro, méso et micro, mais aussi à travers les différents domaines, c'est-à-dire les politiques sectorielles créatrices d'emplois et les politiques de développement des compétences. Et c'est vraiment cet ensemble-là qui va permettre de répondre au déficit dont je parlais tout à l'heure, quantitatif et qualitatif d'emploi. Alors là, ça paraît un peu abstrait, mon petit schéma, mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que ces politiques prennent de plus en plus d'essor au niveau des pays. On voit là sur les 20 dernières années que le nombre de pays qui ont adopté de telles politiques de l'emploi a presque triplé, presque quadruplé au cours des 20 dernières années. Donc, il y a de plus en plus de pays qui adoptent ces politiques d'emploi comme un instrument d'intervention publique, justement, pour assurer le lien entre offre et demande d'emploi, entre création d'emploi et développement des compétences. Alors là, je suis désolée aussi pour ma diapo parce que je l'ai perdue, donc j'ai dû la refaire un peu rapidement. Mais ce qu'on voit, en tout cas, c'est que de plus en plus, donc là, je vous parle, c'est basé sur la revue que je suis en train de faire de politique de l'emploi sur les 20 dernières années. On voit que les politiques de l'offre, ce qui est nommé ici supply side policies, sont présentes dans toutes les politiques de l'emploi revues et que ça augmente avec le temps. Ce qui augmente surtout, c'est toutes les politiques qui sont liées à la formation tout au long de la vie. Et puisque ce qui est nommé Skills for Social Inclusion, là, sur tout à droite, c'est-à-dire toutes les actions ciblées sur certains groupes spécifiques. Alors, en général, dans les politiques, on voit que c'est surtout les jeunes, les femmes, les travailleurs informels, mais aussi, selon les contextes, les migrants, les personnes handicapées, les travailleurs ruraux. Donc, on voit bien que les politiques, voilà, à quel point les politiques de l'emploi envisagent ces deux questions. D'ailleurs, dans certains pays, on a des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle. Il me semble qu'en RDC, je ne sais pas si c'est une politique qui est toujours en cours, mais en 2015, il y avait effectivement une politique qui était politique emploi et formation professionnelle, donc qui, même dans le titre, reconnaît cette indissociabilité, je dirais, des questions. Alors évidemment, ça dépend des découpages ministériels, parce que dans certains pays, on a, je crois que c'est la Mauritanie, on a la chance d'avoir un ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, mais dans d'autres pays, on a un ministère de l'Emploi et un ministère de la formation professionnelle à part, et bon, comme on connaît un peu les logiques, chacun veut avoir son précaré et veut avoir sa politique, et donc c'est plus difficile d'aborder ces deux questions de front, donc c'est un peu, ça dépend un peu de l'économie politique de chaque pays. Là, le message, le principal message ici, c'était de montrer, en fait, une politique de l'emploi peut prendre différentes formes. Elle peut être soit une politique explicite, c'est-à-dire coordonnée par le ministère de l'Emploi, qui s'appelle Politique nationale de l'emploi. C'est le cas en Mauritanie, au Burkina, au Sénégal, voilà, où on a une politique nationale de l'emploi distincte. Et puis parfois, d'autres pays se réfèrent à la politique de l'emploi dans leurs plans de développement nationaux. C'est le cas de l'Afrique du Sud, par exemple, ou de Djibouti. Et évidemment, il y a des pays aussi comme le Cameroun et le Togo, où en fait la vision est intégrée dans le plan de développement national, et on a en plus une politique de l'emploi. Donc on a les deux de façon concomitante. Et évidemment, quand la stratégie de l'emploi est partie prenante du plan de développement national,
ça facilite grandement la mise en cohérence des deux questions. Parce qu'on sait que les plans de développement nationaux, c'est un peu le lieu où se définissent les priorités nationales, où sont mis en cohérence les politiques publiques. Donc, c'est vraiment un lieu privilégié pour penser emploi et développement des compétences ensemble. J'y reviendrai un peu tout à l'heure. Et ça peut prendre une troisième forme, les politiques de l'emploi. Ça peut être des politiques plus ciblées, soit sur une thématique. Par exemple, à Madagascar, on a une stratégie de l'emploi rural. En Côte d'Ivoire, on a une politique d'emploi vert, soit ciblée sur un groupe cible, par exemple, politique nationale de l'emploi des jeunes en Égypte. Et là aussi, ça peut être un point d'entrée plus, je dirais, plus concret, parce que c'est plus circonscrit pour adresser la question de développement des compétences en lien avec le marché du travail. Et puis finalement, j'aimerais aborder un dernier point avant de conclure et de passer à une discussion ensemble et des questions. C'est une fois qu'on parle de politique de l'emploi, c'est comment concrètement se fait cette coordination. Donc, j'ai parlé des éléments constitutifs d'une politique de l'emploi, mais une politique de l'emploi, ce n'est pas juste un document. C'est d'abord un processus avec des acteurs, avec des structures, avec des institutions. Et ce qui découle naturellement de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'une stratégie de l'emploi ne peut pas être formulée et mise en œuvre uniquement par le ministère de l'Emploi. On l'a vu, ça requiert d'actionner de nombreux leviers, et donc ça veut dire qu'il faut impliquer tous les acteurs qui sont aux commandes de ces leviers. Donc le ministère de l'Emploi, mais aussi le ministère de l'Enseignement, le ministère de l'Éducation, de la formation professionnelle, les ministères sectoriels. Et donc, ce n'est pas du tout une performance de soliste, mais c'est vraiment un travail d'orchestre, je dirais. Et bien sûr, ça veut dire qu'il faut coordonner tous ces acteurs. Et en général, cette coordination, elle prend la forme d'un comité. Alors, selon les pays, ça peut être au Conseil pour l'emploi, un comité interministériel pour l'emploi. Ça peut prendre plein de noms différents dont l'objectif est vraiment de formaliser les liens et les partenariats entre tous ces acteurs. Les acteurs qui créent des emplois, donc tous les ministères productifs, et puis de l'autre côté, ceux qui jouent sur l'offre, c'est-à-dire formation professionnelle, enseignement, ministères sociaux. Et en général, ce qui se passe, c'est que ces cadres de coordination sont placés sous la plus haute autorité du pays, en général le Premier ministre, mais par exemple au Ghana, c'est le président. Et c'est cette coordination au plus haut niveau qui doit faciliter, en théorie en tout cas, qui doit permettre de casser les silos entre le ministère et de faciliter cette coordination entre tous ces acteurs. Alors voilà, ça c'est… Ah oui, je voulais juste peut-être vous mettre un peu le… Voilà, c'est juste un petit passage de la stratégie de l'emploi de Jordanie parce que je trouvais que c'était assez intéressant. Donc la Jordanie a élaboré une première stratégie en 2005 qui justement visait à coordonner offre et demande de travail. Et puis finalement, devait être mis en place, qui s'appelle ici le HCDRH, c'est-à-dire Haut Comité pour le développement des ressources humaines. Et puis en fait, ce comité n'a jamais été mis en place. Et lors de l'élaboration de la politique suivante, il commence en reconnaissant que finalement l'absence de mise en place de ce comité n'a pas permis, en fait, ce comité n'a jamais été mis en place et ça n'a pas permis justement la coordination entre les ministères intervenant sur l'offre et la demande de travail. Et c'est juste en fait une reconnaissance du gouvernement que finalement ne pas avoir mis en place ce comité n'a pas permis à ces deux piliers de se parler et l'importance de ce type de cadre de coordination justement pour pouvoir ancrer et aligner les acteurs et harmoniser les politiques. Alors, je ne vais pas aller trop loin sur la coordination parce que je crois que Stéphano m'a dit que vous alliez en reparler, mais je pense que c'est… Comme là, c'est vraiment spécifique sur les politiques de l'emploi, j'aimerais quand même y venir parce que je ne serai pas là pour la suite. Donc, juste en 2 mots pour dire que donc, les politiques de l'emploi sont coordonnées par des cadres ministériels au niveau national, mais en général, de plus en plus de pays, ce que de plus en plus de pays font maintenant, c'est qu'ils mettent également en place des comités locaux, parce qu'on sait que souvent, les niveaux locaux sont quand même plus à même de répondre de façon ciblée, rapide, flexible aux besoins d'emploi et de développement des compétences. Donc, ces comités locaux, ils ont les mêmes fonctions et les mêmes compositions que le comité national, mais au niveau local. Et donc, c'est aussi des points d'entrée très intéressants parce que ça permet d'identifier
quels sont les bassins d'emploi au niveau régional, les potentialités régionales, les niches d'emploi, et justement de former les gens selon ces besoins spécifiques à cette région. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup parlé. J'aimerais bien qu'on puisse, on puisse un peu ouvrir le débat sur ces questions. J'aimerais juste, pour conclure, mentionner un dernier point. C'est par rapport aux plans de développement nationaux. Parce que je pense qu'ils offrent des points d'influence très intéressants dans la plupart des pays. On sait que les plans de développement nationaux, en général, ils ont évidemment des structures de pilotage qui rassemblent dans un même cadre les ministères productifs, les ministères de l'éducation, de la formation, en gros, tous les acteurs clés pour les questions dont on parle aujourd'hui. Et donc, ça rassemble d'emblée ces acteurs autour de ces questions. Et donc, je pense que c'est souvent des points aussi privilégiés pour pouvoir favoriser la mise en cohérence entre emploi et développement des compétences. Voilà. Je m'arrête là. Et puis, je vous laisse la parole, soit pour des questions, soit pour partager votre expérience aussi en termes, je pense qu'il y a beaucoup de pays présents ici qui ont des politiques de l'emploi. Donc, ça serait aussi intéressant que vous puissiez partager avec nous comment ces questions sont abordées au niveau de la politique de l'emploi, au niveau du cadre de coordination, quelles sont votre expérience à ce sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Éléonore. Je pense qu'on a clairement compris maintenant le périmètre de politique de l'emploi et comment les politiques de développement des compétences peuvent en faire partie, en font partie, comment ils sont intégrés, comment ils sont intégrables, comment ils sont en lien avec les politiques. Je pense que ça nous donne aussi, au début de ce cours, aujourd'hui c'est le premier webinaire technique, je dirais, il nous donne aussi la possibilité de comprendre encore mieux pourquoi est-il important d'avoir des politiques de développement des compétences et en liaison avec quelles autres politiques que chaque État est en train de se donner pour résoudre ou essayer de résoudre les inégalités et les défis quand même existants sur le marché du travail. Ce qui, je pense, c'est très important, c'est d'un côté, donc cette adéquation, ces deux colonnes que tu nous as présentées et cet appareillement, cette adéquation qui est nécessaire. De l'autre côté, ce dernier point que tu nous as mentionné, le lien avec les plans de développement nationaux, il est clair que toutes les politiques de chaque secteur, disons au niveau d'un gouvernement, devraient être alignées au plan de développement national, mais je dirais en particulier les politiques de l'emploi et du développement des compétences, parce qu'on est en train de s'atteler au capital humain, aux personnes de ce contexte pays et comment ces personnes, ces compétences peuvent arriver à appuyer l'atteinte, à soutenir l'atteinte des objectifs de développement plus globaux. Donc, il est fondamental, on dit toujours, dans un pays, les ressources humaines, c'est les premières ressources dont l'État, il faut qu'il prenne en charge et qu'il soutienne. Donc, effectivement, ces politiques d'emploi, ces politiques de développement des compétences sont un maillot incontournable pour pouvoir atteindre les objectifs des plans de développement nationaux. Et on a vu, malheureusement, très souvent, un certain disconnect, une déconnexion entre les politiques plus globales de développement et les politiques d'emploi qui avaient des objectifs qui ne s'alignaient pas à ces politiques plus globales. Très intéressante aussi, et je souhaiterais peut-être aussi voir chez nos amis, chez nos collègues, chez nos participants, comment ça se passe chez eux, cette régionalisation des politiques d'emploi et de développement des compétences. Les approches territoriales sont de plus en plus des approches qu'on est en train de regarder, qu'on est en train d'appuyer, et aussi les approches sectorielles. Tu nous as parlé de la possibilité à travers les politiques d'emploi et les politiques de développement des compétences, évidemment, de pouvoir aller identifier les secteurs porteurs, soutenir la promotion de l'emploi et de l'emploi décent dans des secteurs prioritaires, secteurs qui sont d'un côté contenus dans le plan de développement national, mais de l'autre côté des secteurs porteurs. Et on a vu avec le Covid, comme tu le mentionnais, aussi des changements sur certains secteurs. La question agriculture, elle est bien notée. Tu nous as mis en exergue, je dirais, un paradoxe.
la création d'emplois ruraux peut-être pas de grande qualité, mais de l'autre côté aussi des dispositifs de formation professionnelle agricole et rurale très faibles, aussi très peu innovants, et cela quand même contribue à cette inadéquation qu'on a vue au départ de notre webinaire aujourd'hui. Donc, on avait M. Rwamba avant qui voulait prendre la parole sur du Burkina Faso. Peut-être c'est le moment de lui rendre la parole et peut-être non seulement l'écouter sur ce qu'il avait à dire avant, mais peut-être maintenant aussi sur de nouveaux sujets. Et aussi M. Yal de la Mauritanie. Peut-être on peut commencer avec le Burkina et après on passera à M. Yal. Monsieur Rwamba. Si vous permettez, est-ce que vous pouvez me donner donc la parole donc en premier, parce que je dois assister donc tout de suite exactement donc en lancement. Donc, ok, c'est bon, allez-y. Et ça doit se faire donc à 10 heures. Non, enfin, moi j'allais, oui, merci. Moi j'allais dire exactement que malgré l'existence donc des politiques donc nationales, notamment des nationales de l'emploi, il y a un aspect donc qui est très important à mon sens, c'est celui de la mise en œuvre. La mise en œuvre exactement, c'est un aspect qui peut être donc très compliqué dans où d'abord certaines stratégies sont trop compliquées et prennent exactement donc en compte énormément donc d'éléments difficilement donc mettre donc en œuvre, même pour des techniciens parfois que nous sommes, parce que très souvent aussi il faut dire que déjà donc en amont avant donc l'élaboration de la stratégie en tant que telle, il y a des études préalables qui consistent exactement donc à faire un état donc de lieu. C'est pratiquement, j'allais dire, donc du copier-coller donc en termes peu diplomatiques. Donc c'est des éléments exactement donc épars pris donc dans des pays qui n'ont pas donc certainement donc la même configuration, la même réalisation, ce qui fait que donc à l'arrivée, même si parfois certaines activités, certaines actions sont mises en œuvre, donc la plupart d'entre elles exactement donc ne donnent pas donc le résultat donc escompté. Et très souvent, ce sont des stratégies très compliquées, et parfois en tout cas des secteurs privés, des partenaires techniques et financiers, des secteurs donc productifs, donc on n'est pas donc pris en compte. Donc ce qui complique encore d'autant plus le problème d'atteinte des objectifs donc escomptés. Donc par rapport exactement donc aux structures donc existantes, c'est vrai que du point de vue exactement donc la gouvernance de l'emploi, il y a eu comme donc en tout cas donc un cas donc a été souligné à la Jordanie. Il y a eu donc des structures de gouvernance de l'emploi qui ont été donc pensées, mais malheureusement elles n'ont jamais donc été donc mises en œuvre pour pouvoir donc accompagner donc toutes ces politiques donc à aller de l'avant, orientées. Et sur la base en tout cas vraiment donc de ce qu'on peut faire avec donc les départements donc sectoriels, ça pourrait donc éventuellement donc avoir plus de visibilité par rapport à ce que font donc les autres et comment aider de concert, en tout cas, à articuler donc toutes les politiques donc sectorielles pour aller en tout cas vers une politique donc nationale de l'emploi donne donc des fruits. Nous avons donc au niveau de la Mauritanie essayé en tout cas de faire cet exercice au niveau donc notamment de la direction générale de l'emploi, mais nous nous sommes heurtés pratiquement à des problèmes stratégiques au niveau donc, de certains départements qui n'intègrent même pas donc, la composante emploi donc, dans leur politique. Donc, je dirais donc quelque part que l'emploi est dans un domaine considéré comme étant donc, une entité donc, à part, alors qu'il devrait y avoir donc, des liens, des passerelles avec certains secteurs productifs, d'autant plus qu'il y a le problème d'anticipation, n'est-ce pas, donc des emplois. En Mauritanie, qui vient de découvrir donc, le gaz, qui est un pays donc, pétrolier, doit normalement se mettre donc, à niveau rapidement pour répondre donc, aux besoins donc, futurs donc, du marché. Heureusement, ce qui se passe, c'est que ces emplois, en tout cas nouveaux, spécialisés, sont pour la plupart occupés donc, par des étrangers. Merci. Merci beaucoup. Bon, vous avez
disons, vous nous avez donné un tableau assez complexe. Je voulais peut-être juste rebondir sur un point et demander un peu le point de vue d'Éléonore sur ce point. Finalement, il y a une politique d'emploi, comme tu nous as montré, pilotée par un ministère de l'Emploi, en collaboration, c'est un engrenage comme une horloge avec toutes les autres institutions. Mais quid de la composante emploi des politiques sectorielles? Parce que, disons, très concrètement, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Industrie, le ministère... Comment est-ce que, disons même, tu parlais de cette revue des 40 politiques d'emploi, donc je pense que tu es en train d'avoir un tableau assez global par rapport à ces questions. Comment est-ce qu'on peut arriver à articuler une politique d'emploi? Est-ce que c'est une politique d'emploi ou c'est finalement une politique d'emploi qui fédère finalement aussi des composantes emploi aussi qui existent dans des politiques sectorielles? Et parce que avec le développement des compétences, je pense que tous les collègues qui sont ici dans le call ont eu cette expérience. Je me rappelle personnellement aussi de mes jours dans des pays, en particulier en Afrique. On s'assoit pour développer une politique de développement des compétences et il y a 17 ministères qui s'assoient à la table. Parce que finalement, le ministère du Tourisme, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Industrie, du Commerce, tout le monde a des dispositifs de formation. Et ça, c'est la même chose aussi en général pour des politiques plus globales de l'emploi. Le ministère de la Défense a aussi normalement des centres de formation très bien équipés et très forts. Quid de cette... C'est complexe, mais comment on peut arriver à lire bien cette situation? Oui. Merci pour la question à 2 millions. C'est la question de 2 millions de dollars, j'imagine. C'est clair. En fait, l'objectif de la politique de l'emploi, ce n'est pas de se substituer aux politiques sectorielles, parce que sinon, ça devient un plan de développement à elle toute seule. Tu vois, donc, et c'est là où toute la frontière est ténue. Mais par contre, le rôle de la politique de l'emploi, c'est de dire, voici quels sont les secteurs qui sont porteurs d'emploi, qui ont des effets multiplicateurs élevés, dans lesquels il y a tel déficit, par exemple le secteur agricole, c'est plutôt des déficits, pas de création d'emplois, mais de productivité et de qualité. Donc, quelles sont les orientations à prendre? Mais l'objectif justement de ces cadres de coordination, c'est que les ministères sectoriels prennent l'emploi comme un objectif à poursuivre de leur propre politique. Et c'est là que c'est très compliqué, parce que chaque ministère sectoriel, ils ont des objectifs en termes de productivité, de contribution aux exportations, au PIB, etc. Mais c'est très rare que les ministères sectoriels aient des objectifs de création d'emplois. Ça existe dans quelques pays, c'est le cas au Maroc, ça a été le cas au Sénégal à un moment, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Et l'objectif, c'est de dire, ben voilà, les ministères sectoriels doivent prendre en compte l'emploi dans leur mandat et que le ministère de l'Emploi appuie cette transition-là. Et ce dialogue, il doit se jouer justement dans les cadres de coordination. Alors, il y a des pays où on est carrément dans des schémas extrêmement avancés. C'est le cas de la Corée du Sud, par exemple, où en fait la Corée du Sud a un centre d'évaluation d'impact. Toutes les politiques nationales et locales qui sont élaborées doivent passer par ce centre d'évaluation des politiques qui doit estimer quel va être l'impact en emploi des politiques sectorielles avant de pouvoir être financé par le ministère des Finances. Ça veut dire qu'il y a une coordination emploi et que chaque acteur doit prendre l'emploi en compte dans son mandat et qui va être évalué en fonction de ses résultats en matière d'emploi. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très, très avancé, mais je dirais que c'est à ça qu'on tend, c'est-à-dire comment ça peut devenir un objectif des ministères sectoriels. Et c'est pour ça que ces cadres de coordination sont très importants, parce que c'est ça qui permet de dialoguer à ce niveau-là. Mais je pense que ça a été dit par c'est monsieur Yal qui parlait. Yal, oui. Voilà. Qu'effectivement, il y a une résistance de la part des acteurs parce qu'eux, ils ont l'impression que l'emploi, ça ne fait pas partie de leur mandat et que ce n'est pas leur rôle, que c'est juste le rôle du ministère de l'Emploi. Mais le ministère de l'Emploi, il ne va pas pouvoir créer les millions de milliers d'emplois productifs qui sont nécessaires à la réduction du chômage. Il ne crée pas d'emploi, le ministère de l'Emploi. Donc, le seul rôle qu'il peut jouer, c'est
de s'assurer que les ministères sectoriels prennent ces questions en charge et de lui donner les orientations nécessaires et de l'aider à évaluer ses politiques sous l'angle de l'emploi. J'espère que j'ai bien répondu. Je ne pense pas qu'il y a, comme tu disais, c'est une question de 2 millions de dollars, donc la réponse elle est bonne, mais finalement, ce qui compte, et je pense que tu l'as bien évoqué, c'est la question de donner l'importance et souligner l'importance de la création et de la promotion de l'emploi à l'intérieur des politiques sectorielles, parce que c'est là où effectivement les emplois peuvent être créés. L'objectif, c'est de faire sortir ça du ministère de l'Emploi. Exactement. C'est toujours lui qui est indexé. Quand il y a du chômage, on va dire que c'est de la faute du ministère de l'Emploi. Non, l'emploi, c'est une affaire nationale, c'est l'affaire de tous. Et l'objectif d'une stratégie de l'emploi, c'est ça, c'est un changement culturel en fait. C'est de dire non, la question de l'emploi, c'est une affaire nationale et tout le monde doit le prendre cette responsabilité. Voilà. Très bien. Monsieur Rwamba, Burkina. Merci, désolé, j'avais des soucis de connexion. Pas de souci, allez-y. Ok, d'accord. Moi, j'espère qu'on aura accès à cette présentation, la présentation d'Éléonore. En fait, ma question aussi, c'était pour comprendre un peu le cas de concertation dont elle a parlé. Et il y a le cas de concertation au niveau national et aussi le cas de concertation au niveau régional. Je voyais que c'était très lourde, j'imagine un peu les acteurs qui vont se mettre dans ça. Et je suis en train de comprendre comment elle voit ça au niveau régional. Ça sera arrimé à quel niveau? Est-ce que les collectivités ont un rôle à jouer là? Voilà, c'est ce que je voudrais savoir. Merci beaucoup. Approche territoriale. La partie de la question, est-ce que les collectivités territoriales, le rôle à jouer des collectivités territoriales. On l'a vu dans pas mal de pays, les collectivités territoriales, même dans le cadre de la décentralisation, on commence à leur donner des compétences sur la promotion de l'emploi et sur le développement des compétences. Dans pas mal de pays, de plus en plus, à l'intérieur de cette compétence transférée de l'emploi, de la promotion de l'emploi, il y a aussi l'aspect formation. Je parle en tant qu'Italien. Ici, en Italie, la formation professionnelle, c'est une compétence transférée aux régions. Et de plus en plus, on voit ça apparaître parce que tu parlais même, Éléonore, dans ton exposé, de la proximité aux populations cibles, de la possibilité d'offrir des services de plus en plus. Et on voit ça de manière globale, hein? Même l'élaboration des référentiels est en train de se régionaliser, etc. Donc, il y a pas mal de cette tendance. Peut-être tu peux nous éclairer un peu sur cette tendance, comment tu le vois et comment on peut se positionner par rapport à ça. Oui, tout à fait. Donc, justement, la revue sur laquelle je suis en train de travailler, montre clairement qu'il y a une grosse tendance à la régionalisation de l'emploi. Et en fait, au départ, les politiques de l'emploi, elles avaient tendance un peu à refléter les points de vue de la capitale. Donc, c'était très centré sur les besoins des gros centres urbains, mais très peu sur les régions et justement sur les zones rurales, etc. Donc, maintenant, il y a vraiment une tendance de la plupart des pays là, je travaille par exemple sur la politique de l'emploi au Maroc. Ils sont dans un processus de décentralisation avancée et l'emploi et la formation professionnelle est une compétence qui a été déléguée aux régions. Mais évidemment, ça dépend. Au Burkina Faso, moi j'ai travaillé sur la politique de l'emploi de 2008, et à l'époque, il y avait eu un processus qui avait démarré pour justement créer des comités locaux d'emploi et faire des plans locaux d'emploi. Ça a pris un peu, puis après, malheureusement, c'est pas quelque chose qui a été continué. Mais je dirais qu'il y a vraiment cette tendance dans la plupart des pays, qu'on parle de la Chine, de la Corée du Sud, jusqu'à Madagascar et le Maroc, l'Argentine, enfin, je peux en citer plein, où vraiment maintenant, on se dirige vers une approche de décentralisation et de concentration des questions d'emploi, mais je dirais que ça dépend en amont, plus globalement, du processus de décentralisation en cours du pays. Voilà, ce n'est pas l'emploi qui va lancer le processus de décentralisation. Au Maroc, ça fonctionne parce que la Constitution a été révisée avec des nouvelles lois organiques qui vraiment transfèrent les compétences emploi et formation professionnelle aux régions. Donc, nous, on s'inscrit dans le processus en cours du pays. Si on est dans un pays où la décentralisation et la déconcentration sont encore embryonnaires, c'est compliqué de travailler sur ces questions. Et donc, en gros, on va vers des schémas dans lesquels il y a une politique nationale d'emploi et développement des compétences, d'emploi-formation, et finalement, après, il y a des stratégies régionales
avec des, disons, des services qui sont donnés aux populations. Voilà, on a des comités locaux d'emploi. Et puis, par exemple, c'est le cas en Serbie. Donc, tu as la politique nationale, tu as des comités locaux d'emploi. Puis après, la grosse difficulté, après, c'est comment on articule emploi local avec stratégie nationale. Et donc là, il y a toute une série de mesures incitatives qui peuvent être mises en place. Par exemple, en Serbie, tous les pays qui mettent en place des plans locaux d'emploi qui sont alignés avec les stratégies nationales sont financés par le niveau central, par exemple à hauteur de 50% pour les régions qui se portent bien et 70% pour les régions plus défavorisées, à condition qu'elles aient mis des comités en place locaux. Donc après, c'est tout un processus pour favoriser cette mise en place et s'assurer que ça soit fait. Mais c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus fait. Et c'est vrai que moi, j'ai travaillé là-dessus au Maroc, où on a fait des plans locaux d'emploi et on se rend compte que finalement, quand on a une politique nationale, on aborde les choses de façon très générale. Mais qu'après, et après, il faut, au niveau sectoriel, au niveau territorial, il faut les concrétiser. Et c'est là que ça devient intéressant, je dirais. Ouais. Monsieur Béchir, 30 secondes parce que notre Éléonore doit nous quitter dans 1 minute. Désolée, ouais. Donc, peut-être si c'est un commentaire ou une question. Oui, un petit commentaire et une information sur la Mauritanie. Un petit commentaire, c'est-à-dire, je remercie beaucoup Madame pour sa présentation, mais je dirais que lorsqu'elle a abordé la stratégie des politiques de l'emploi, elle a vraiment mis le doigt sur le problème. C'est-à-dire que quand on dit qu'une stratégie de l'emploi, c'est une stratégie composée de deux aspects, un aspect politique de la demande et un aspect politique de l'offre. Et moi, je crois que notre problème dans nos pays, c'est qu'on se concentre plus, on se focalise plus sur l'offre et non pas la demande. Parce qu'on maîtrise mieux l'offre, parce qu'on est l'État déjà, on a nos centres de formation, on a tout ça. Donc, on maîtrise mieux l'offre que la demande. Et quand vous regardez ces stratégies, ils sont focalisés sur l'offre que sur la demande, ce qui crée beaucoup de problèmes en matière d'adéquation. Je suis désolé, mais notre cours se focalisera aussi sur l'offre, parce que c'est le cours là où vous êtes inscrit. Il y a des cours aussi sur les politiques de la demande. Par contre, on ne pouvait pas... Oui, mais c'est ça. Mais nous, moi, ce que j'avance, c'est une observation, c'est une remarque pour la stratégie, mais pour les bien, stratégies que j'ai vues. Justement, on a voulu commencer ce cours en parlant du côté de la demande, exactement pour faire ce point et dire qu'on ne peut pas parler de l'offre si on oublie la demande. Après, nous, on parlera de l'offre parce que c'est le cœur de notre sujet. Mais bien, c'était justement ça le message qu'on voulait passer. Mais moi, mon souhait, c'est que pendant tout le cours, même si on va se concentrer sur l'offre parce que c'est le développement des compétences, il faut que de temps en temps, qu'on fasse un détour par la demande. Parce qu'il y a une relation entre les deux. On ne peut pas dissoudre les deux. Et d'ailleurs, c'est la demande qui crée le développement des compétences. Ça arrive de la demande. Normalement, quand on développe des compétences, on développe parce qu'il y a de la demande sur le marché de l'emploi. Voilà. Donc, si on ne saisit pas toutes les données sur la demande, on ne peut pas aller vers un processus de développement des compétences. Vous voyez comme ça. Pour ne pas retarder, Madame... Est-ce qu'il y a une question, justement? Oui, pour ne pas retarder, Madame, je voudrais seulement évoquer une expérience en Mauritanie que depuis 2 années, on a été un peu retardé par la COVID, mais depuis 2 années, on est en train de mettre en place les comités locaux d'emploi au niveau de 4 régions en Mauritanie. Magnifique. Comment? Magnifique. Ah, merci beaucoup. Donc, on est en train de mettre ça. C'est un comité, ce sont des cadres de concertation, de coordination, de travail en commun entre tous les acteurs qui travaillent sur la question de l'emploi au niveau d'une région. Et ce sont des cadres qui sont présidés par les autorités locales et administratives. Il y a les maires, il y a des chefs de région, il y a les walis, il y a des chefs de district et tout ça. Et donc, on essaie un peu de mettre ça, tout ça en place. On a déjà commencé, on était un peu retardé, mais ces jours-là, on était même sur la tenue de l'installation du premier comité local d'emploi au niveau de Bersekno, au niveau de Chapri. Donc, c'est une expérience. Nous souhaitons que ça nous permettra de décentraliser un peu l'offre et la demande au niveau de chaque localité, au niveau de chaque région. Mais je reviens encore sur la question de la demande et de l'offre. Je sais très bien qu'on est dans une formation qui va se concentrer, se focaliser sur l'offre. OK, on est d'accord, mais n'oubliez pas que c'est la demande qui va créer l'offre. Ce n'est pas l'offre qui crée la demande.
Magnifique, Merci. vous nous avez fait une magnifique conclusion, Monsieur Béchir. C'est ça, justement. Merci. Il y avait Et, même pas... moi, je dois malheureusement partir parce que j'avais un autre engagement qui était déjà prévu de longue date. Mais j'aimerais juste dire deux choses. Stéphano, si en tout cas on peut partager les mails, parce que si on peut peut-être continuer cette discussion avec certains participants s'il y a des questions Certainement. sur certains points clés. Moi, je serais aussi intéressée à connaître un peu plus l'expérience mauritanienne sur les comités locaux. Donc, de mon côté aussi, je serais contente de continuer à échanger sur ces questions. Si vous avez besoin d'un appui de notre part sur les politiques de l'emploi, voilà, n'hésitez pas non plus à me contacter et on peut poursuivre ces discussions. Je vais partager ton mail alors. Oui. Si tu me donnes la permission, Voilà. je le mets ça. Voilà, et moi je veux bien le mail des participants aussi, comme ça on peut… C'est ça, tu le trouveras. Sophie va t'envoyer la liste des participants, là il y a les mails. Oui. Très bien, donc là je vous mets l'email d'Éléonore. Éléonore, merci beaucoup, on te laisse partir. Merci à vous. Tu es déjà en retard, merci beaucoup pour ta participation. Merci beaucoup. Ouais, Merci beaucoup. merci à vous, c'était très intéressant, j'ai beaucoup appris de vous et je regrette de partir parce qu'on aurait pu continuer à échanger, mais en tout cas, voilà, peut-être par écrit dans les prochains jours. Très Merci bien, à tous. merci beaucoup, c'était À un bientôt. plaisir, merci Éléonore. Merci. Et donc, je remercie aussi vous tous, vous les participants, c'était vraiment un webinaire très intéressant. On a commencé par là, même si ce n'est pas strictement notre thématique de notre cours, mais il était fondamental de placer ce sujet du fait que nos politiques de développement des compétences doivent être arrimées aux politiques d'emploi, arrimées surtout aux politiques de la demande, et donc être de plus en plus intégrées à ceci. J'étais en train de clôturer. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, une petite question. Est-ce qu'on aura la présentation d'aujourd'hui? La présentation sera dans notre plateforme d'apprentissage, ensemble avec l'enregistrement de ce webinaire. Donc, si vous voulez revenir sur certains points, vous pourrez y accéder. Donc, sur la plateforme, vous aurez la présentation et l'enregistrement du webinaire. Donc, vous le trouverez dans la page du webinaire. Vous trouverez aussi la présentation. Et, allez-y, M. Diagana. Oui, bonjour. C'était pour saisir l'opportunité de saluer. Et j'ai tenté d'intervenir pendant la présentation, mais j'ai eu du mal à trouver la main à lever. OK. Alors, juste pour la prochaine fois, la main à lever, vous regardez en bas, vous devrez avoir une partie avec une petite smiley qui dit réaction ou quelque chose de ce type. J'ai bien vu ça, réaction, mais… Et là, si vous cliquez en bas… Je l'ai regardé, mais je ne l'avais pas vu en bas. Tout à fait. OK, si vous cliquez là, il y a une main qui dit… Levez la main. Donc là, vous devriez arriver. Mais quand même, je vais partager juste un petit mot. Oui, s'il vous plaît. J'ai tenté de l'écrire. C'était l'élaboration des politiques nationales d'emploi face aux réticences des sectoriels, qui est un véritable casse-tête. Je parle notamment sur le contrôle des parties mauritaniennes, parce que ce n'est pas la première politique nationale de l'emploi que nous avons élaborée en Mauritanie. Nous en avons élaboré avant, mais qui ont eu du mal à être adoptées, compte tenu du, comme l'a dit l'intervenante, du fait que les sectoriels, au lieu d'avoir une vue d'ensemble de la nation, se recroquevillent un tout petit peu sur ce qu'ils appelaient chasse gardée, en disant c'est moi dans ce secteur, il ne faut pas qu'on me dicte quelque chose là-dedans, ou bien si on veut me dire quelque chose, il faut que ça corresponde exactement à ce que je veux faire. Et à partir de cet instant, une instance nationale qui est présidée par les hautes autorités peut effectivement faire cette coordination. Mais là où ça risque de coincer, c'est l'application réelle des directives de cette instance, aussi importante qu'elle soit, par les opérationnels sur le terrain. Et je me dis, quand on parle de politique, cette politique n'a de sens que quand elle est efficace. Et quand il y a une absence d'efficacité, la politique devient un document que nous déposons et que tout le monde passe dessus. Et pour que ça soit efficace, je pense que le plan d'action qui sous-tend cette politique devrait être beaucoup plus mis en avant que la politique elle-même. Et on peut arriver même à escamoter quelquefois la stratégie, la politique globale que nous avons élaborée,
qui a mis des directives, mais essayer de pousser plutôt un plan d'action arrimé sur cette politique et le faire approprier par les sectoriels. On serait plus efficace et on verra beaucoup plus rapidement les résultats sur le terrain. Merci beaucoup. Et ça, c'est non seulement une bonne clôture pour notre webinaire, mais aussi une ouverture pour le webinaire de la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on parlera justement des instances de gouvernance de ces politiques de développement des compétences, de la participation des ministères sectoriels, de la participation des partenaires sociaux. Donc, ça sera le sujet de notre webinaire de la semaine prochaine. Sur ce, je vous remercie pour votre participation très active aujourd'hui. Je remercie aussi Éléonore qui a dû partir. Et on se voit sur la plateforme. On n'a pas eu beaucoup de commentaires sur le forum de cette semaine. Je souhaite en discuter un peu avec vous des questions qu'on a sur la plateforme. On se voit sur notre plateforme et jeudi prochain. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.